Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Basecall. On est maintenant à notre 6e édition, je pense. Et puis, on est content de vous retrouver. On a eu un petit peu de délai pour plein de raisons, raisons professionnelles, raisons de santé, mais là, on est revenu avec vous aujourd'hui. Et Antoine est toujours là avec nous. Antoine Raymond, comment ça va, Antoine? Ça va super bien. J'espère que toi aussi. J'espère que tout le monde à la maison va bien aussi. Il faut, pour parler de baseball, ça aide aussi à se sentir bien puis à avoir le moral. Aujourd'hui, on a une bonne petit podcast pour vous. On va parler de, comme d'habitude, on essaie d'avoir 3 sujets. Pour la fin du podcast, on va vous parler de nos surprises de l'année jusqu'à maintenant. Antoine est allé de surprises plus positives, je dirais. Moi, j'ai été mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il y a des belles surprises et des moins bonnes. En milieu de peloton, on va parler aussi des joueurs des conseils de poule. On va parler des joueurs que vous seriez peut-être sur le point de jeter. Et là, vous vous demandez vraiment, est-ce que ça va être une bonne idée ou si ce serait clairement une erreur? Donc, on va donner notre opinion là-dessus. Vous verrez qu'est-ce que vous en ferez. Et pour ouvrir l'émission, un sujet qu'Antoine affectionne, d'autant plus qu'il est vraiment spécialiste dans ce domaine-là, on va parler, lui, puis moi je vais m'immiscer un tout petit peu pour en comprendre davantage dans le fameux contexte des droits de télé pour les sports en général, mais c'est un podcast de baseball, donc on va parler aussi surtout de ceux du baseball. Mais Antoine, si vous voulez nous faire un petit portrait un peu de comment ça peut se passer, les droits de télé, puis faire un focus un peu peut-être sur la MLB pendant le processus. Oui, puis exact. Puis en fait, je voudrais surtout commencer avec notre territoire, le Québec. Mm-hmm. Comment ça fonctionne et surtout ensuite peut-être développer un peu sur où est-ce qu'on pourrait s'en aller. Parce que d'après moi, il va y avoir la transformation dans le marché. Donc, c'est un peu les 2 sujets que je voulais aborder. Mm-hmm. Au niveau du Québec, évidemment, vous savez que les droits sont partagés entre TVA Sport et RDS. Et là, est-ce qu'on parle de baseball, oui, en général, c'est ça? Oui, oui, Parfait. oui, là, je parle uniquement de la MLB. Je Génial. parle de baseball. Qui sont divisés entre les 2 réseaux, qui est d'ailleurs le seul sport qui est divisé entre les 2 réseaux au Québec, parce que tous les autres sports, à part le hockey, c'est parce que évidemment le Canadien a les droits, RDS a les droits sur le Canadien de Montréal. Ouais. Si on parle vraiment de la majorité de l'équipe puis du sport dans son entièreté, c'est le seul sport qui est divisé entre les 2 réseaux. Okay. Donc, on peut avoir des games de baseball, un Phillies Braves, autant à RDS qu'à TVA Sport. Okay. Pas possible pour aucun autre sport majeur en Amérique du Nord parce que les droits sont vraiment divisés de manière plus séparée. Et quand on parle de Toronto, entre autres, là, des Blue Jays, est-ce que là, c'est Sportsnet qui intervient ou comment ça se passe? Là, c'est TVA Sport qui a les droits. À cause de Rogers, j'imagine. Hein? Est-ce que tu fais le lien avec Rogers? Exactement. Il y a un lien avec Rogers, effectivement. Et là, maintenant, TVA Sport ont quasiment 80 games là, des Blue Jays. Sauf que si les Blue Jays s'en vont en série et que c'est pas l'année, si on veut, que par exemple TVA Sport a l'américaine, parce que les séries sont divisées en 2. Ah oui. Et c'est RDS qui va diffuser les Blue Jays en série. D'accord. Donc, il y a plein de particularités dans le contrat et il y a des journées qui sont données pour chaque réseau. Donc, une telle journée, ça peut être TVA Sport qui peut diffuser des matchs, ça c'est en saison régulière. Et l'autre journée, ça va être RDS. Et puis, donc, c'est une alternance entre à chaque année. C'est c'est quand même une chance sur 2, 50% des chances, mais d'avoir peut-être d'un côté ou de l'autre les Blue Jays en série. Évidemment, s'ils se rendent en série, c'est pas encore parti pour ça cette année, on dirait, mais il y a eu des années de série dans les dernières années où les Blue Jays ont fait au moins une ronde. Et là, ça a tombé d'un côté ou de l'autre, tout dépendant de l'année qui était pair ou impair, en quelque part. Exact. Et là, désormais, c'est rendu 1 an, 1 an, 1 an. Donc, pour la série mondiale et le match des étoiles et le concours de coup de circuit. Donc, l'année dernière, c'était TVA Sport qui avait eu le concours et la série mondiale. Donc, l'année prochaine, ça va être TVA Sport. Ils font une alternance comme ça jusqu'à la prochaine négociation de contrat qui arrive environ en 2027. Donc, et ça, est-ce qu'on sait jusqu'à quand? C'est ça, 2027. 2027, OK, parfait. Tu venais juste d'y répondre. Oui, parfait. Oui. Super.
Donc, c'est Ta environ réponse a jusque-là. été plus vite que mon cerveau. Je l'ai Oui, pris quelques secondes après. Euh, donc, ça, c'est pour au Québec. Et Mhm. évidemment, si vous avez, par exemple, un abonnement MLB.TV, comme moi, Ouais, euh, euh, vous n'avez pas accès aux matchs des Blue Jays s'ils non. sont diffusés à TVA Sport ou à Sportsnet, parce que Sportsnet fait quand même partie de notre territoire, même si c'est en anglais. Donc, vous n'avez pas accès aux Blue Jays si vous avez MLB.tv. Donc, si vous êtes un fan des Jays, malheureusement, soit vous vous abonnez à Sportsnet ou à TVA Sports, et sinon, vous n'avez pas d'accès à la plateforme MLB.tv pour les regarder. C'est ça que je dis aux gens. J'ai jamais aussi peu suivi les Jays que pendant les 7 dernières années où je suis abonné à la plateforme. Et ben, maintenant, les Blue Jays, pour moi, c'est une équipe presque fantôme. Là. Je les vois par chance quand j'arrive à un endroit où il y a le câble. Là, mais sinon, les Blue Jays, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus jouer officiellement. Ben oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'en plus, Sportsnet, il les diffuse au complet. Tout à fait. Donc, c'est impossible. C'est bloqué. Ouais. Il y a aussi certains matchs qui sont bloqués sur MLB.tv, puis des fois, ça peut être frustrant quand, par exemple, c'est une plateforme numérique. Et là, je vais m'en aller avec mon deuxième point avec ça. La fameuse Quand, par exemple, pomme. ouais, Apple TV Mhm. a acheté un match, je trouve que la fréquence est moins grande cette année que les autres années, qu'il y a 2, 3 et même 4 ans, où c'était beaucoup plus régulier. Il y en a un peu moins. Il y a une autre plateforme aussi, la Peacock, Oui. qui Mhm. bloque aussi certains matchs. C'est sûr que c'est toujours dommage parce que souvent, moi, comme grand amateur, j'ai pas le réflexe d'aller regarder avant si ça va être bloqué. Donc là, j'arrive à 1 heure devant ma télé un samedi. Là, je fais comme, ah yes, j'ai ma game Yankees, Red Sox à regarder à 1 heure de l'après-midi. Je vais pouvoir m'écraser. Puis là, oh, c'est une maudite. Et là, on se fait offrir l'option de la radio. C'est extraordinaire. Alors, on peut Oui, oui, c'est pas. ça. Ouais, c'est Donc, ça. et puis, aujourd'hui, puis c'est Ray Lalonde qui en parlait ce matin à BPM Sport. Mhm. Comme quoi, tranquillement, Netflix est en train de relooker le sport professionnel, ils voudraient peut-être faire les matchs spéciaux du temps des fêtes sur leur plateforme en direct. OK. Et Bien, là, évidemment, on parle pas de baseball, on parle surtout du hockey. ouais, là, je parlais de la NFL, c'est au C'est niveau de la ça. NFL. NFL, Mais oui, bah oui, du football oui, aussi, mais oui. ça s'en vient sûrement comme modèle aussi tranquillement pour tous les sports, les gros sports majeurs en Mhm. Amérique, que ça va tranquillement s'en aller vers des plateformes, parce qu'on le sait que la télé, qu'on dit linéaire, là, par exemple Ouais, tout à Radio-Canada, fait. tout, en train de mourir parce que les marques vont perdurer dans le temps, mais le modèle de consommation est appelé à changer, donc ça va arriver dans le sport aussi. Mais ça crée des problèmes qui peuvent être cauchemardesques dans certains cas parce que nous ici, bon, on se fait couper les Blue Jays, mais j'écoute parfois des journalistes ou même des amateurs qui ont leur petit YouTube régulier. Et bon, il y en a un entre autres qui vit à Cleveland. Et pour lui, c'est vraiment l'enfer parce que tout est coupé presque. Là. Les matchs de Cincinnati sont coupés, les matchs de Pittsburgh sont coupés, les matchs des deux équipes de Chicago sont coupés. Donc, parce qu'il est dans le territoire de blackout de Cleveland, en Ohio, et puis vers le Michigan, ben, il perd un paquet de matchs. Et vraiment, pour lui, ça l'enrage profondément parce qu'il y a peut-être là-dessus 5 à 6 équipes auxquelles il n'y a pas le droit. Ce qui n'est pas le cas de nous ici au Québec. On a quand même la chance Mm. d'être très, très peu populeux. S'il y avait une équipe à Montréal, ben, probablement qu'on n'aurait pas les matchs sur la plateforme MLB.tv, mais à ce moment-là, on aurait peut-être un poste qui diffuserait 100% ou presque des matchs de baseball des anciens expos ou peu importe comment une équipe s'appellerait dans le futur à ce moment-là. Puis on pourrait aller voir les équipes sur place, donc ça changerait complètement la dynamique. C'est sûr, puis ça Effectivement. pourrait être divisé entre les réseaux de sport aussi, ou entre même une chaîne généraliste, si on veut, qui déciderait d'embarquer là, sur un coup de folie dans, je dis par exemple, je sais pas moi, Novo, tu sais, il y Mhm. avait TQS avant qui l'a fait comme, ah, du baseball, ah, on pourrait avoir une sportive pour embarquer, puis tu sais, splitter les droits de diffusion, ça se fait là.
Et dans la MLB, pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que certaines équipes ont des milliards à dépenser, tandis que d'autres en ont très peu? Tout d'abord, il y a l'avidité du propriétaire, on est bien d'accord avec ça. Des équipes comme Pittsburgh, avec les propriétaires qu'ils ont, Oakland, ne dépenseront jamais un sou, peu importe les contrats de télé. Mais il reste que la vraie raison n'est pas celle-là habituellement, c'est parce que le contrat de TV local est incroyablement payant et que même si chacune des équipes reçoit approximativement 200 millions de dollars venant des droits de télé partagés, c'est justement les droits de télé MLB à ce moment-là. Les droits locaux, eux, peuvent exploser, comme dans le cas des Dodgers de Los Angeles, qui ont des droits de télé qui dépassent le 2 milliards de dollars, signés pour les... là, c'était 20 ans, donc on doit être rendu pour 15 ans encore, sinon plus. Et que certains pâtissent à avoir des contrats locaux qui sont quand même intéressants. Et après ça aussi, c'est la disposition de ces contrats-là. Est-ce que véritablement 100% de l'argent des abonnés locaux va à l'équipe? Est-ce que c'est 40%, 50%, 60%, 70%? Donc, toutes les équipes ont chacun leur propre contrat de répartition. Et après ça, on multiplie par le nombre d'abonnés à leur réseau et la capacité qu'ils ont de s'en aller un peu partout dans les grandes Amériques et des États-Unis. Fait que chaque équipe a vraiment des revenus différents, les dépenses en plus comme ils le veulent, ce qui fait qu'on a des grandes disparités parce que, quoi qu'il arrive, Baltimore ne pourra jamais dépenser comme les grandes équipes. Et ils seront voués inévitablement, après peut-être une ou deux séries mondiales, à vendre les magnifiques joueurs que vous voyez présentement à Baltimore. Ce qui sera peut-être moins le cas d'équipes comme évidemment les Yankees, les deux équipes de New York, les deux équipes de LA, Boston, les équipes de Chicago. On pourra commencer à intégrer les Braves d'Atlanta là-dedans. Donc, il y a vraiment des équipes qui ont beaucoup de fric comparativement à d'autres. Et ça, c'est aussi en rapport avec ce que tu viens de mentionner, ces fameux droits de télé-là. Du côté des Jays, ils sont moins chanceux parce que les droits locaux, en même temps, attention, Toronto, troisième plus grosse ville en Amérique, donc c'est quand même pas une agglomération de pecnos, comme on dirait en France, mais c'est vraiment tout un groupe de gens qui peuvent écouter Toronto, mais ils n'ont pas d'autre rayonnement tant que ça. Ils peuvent peut-être aller vers chercher des gens de l'autre côté, près de Détroit et tout, mais il y a une tradition de baseball très forte dans le nord des États-Unis. Ouais, c'est ça. Sont jamais le match du dimanche soir. Là. Non, jamais. Malheureusement, ils sont désabonnés forever à ce match-là. Tout simplement parce que c'est une équipe canadienne. Et si vous remarquez, même pour certaines équipes américaines, comme les A's d'Oakland, même le Colorado, on verra jamais ça au dimanche soir. Et donc, c'est aussi ça un gros problème de marketing de notre bon ami Manfred. Mais ça venait de Botselig avant, donc c'est juste, on continue la tradition, la sous-tradition, on pourrait dire. Si je me trompe pas, le dimanche soir, c'est ESPN qui a les droits, puis c'est eux qui font leur propre programmation. Oui, sûrement. Il y a sûrement quelque chose comme ça. Et puis ESPN vont très régulièrement choisir les 10 équipes de tête. Donc, vous allez voir habituellement peut-être les Angels d'Anaheim, mais tout dépendant, ce sera parfois une équipe qui peut se permettre de faire le match vers 7 heures le soir, heure de l'Est. Pourquoi? Parce que ça permet au plus grand nombre de le voir. Il est bien évident que lorsqu'on a un match à 7 heures le soir en Californie, la moitié du centre et de tout l'Est des États-Unis est couché et c'est pas du tout payant. Tandis que la Californie peut s'ajuster à écouter un match à 5 heures le soir lorsque ça se passe à 8 heures dans l'Est. Alors, c'est pas dur à calculer, mais on voit toujours, ou presque, les Cubs de Chicago, les Yankees ou les Mets, Philadelphie, les Braves, Boston, évidemment. Donc, ça se promène souvent autour de ces équipes-là. Maintenant, on avait promis de parler de pool. Et puis, on a une petite séquence pour vous qui est qu'est-ce qu'on fait avec notre joueur quand on l'a pris, on était content. Et là, on est un peu moins content parce que il semble que notre choix était bien éclairé et ça se passe vraiment pas bien. Et là, notre joueur est de plus en plus un des moins bons joueurs de notre pool, dans ceux qui sont évidemment choisis par les équipes. Et là, commence à avoir des meilleurs joueurs sur le ballottage que notre joueur. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on envoie dans le ballottage et on en reprend un autre? Mais si jamais il recommence à frapper, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on discute un peu de ça avec Antoine. On a des noms. À savoir, est-ce que ces joueurs-là
pourrait se retrouver sous de meilleurs cieux, c'est-à-dire pourrait recommencer à frapper, qui sait être échangé, ou à la limite, est-ce qu'il cache une blessure et il pourrait redevenir ce qu'ils étaient auparavant. Donc, on va faire le tour. Antoine, je te laisse commencer. À toi l'honneur. Avec quelques noms, peut-être. Ouais, je vais avec un premier nom des Dodgers de Los Angeles, avec James Outman. Pourquoi je vivais avec lui? Parce que on l'a juste vu vraiment 1 an, l'année passée. Et là, est-ce que c'est... Bon, au hockey, c'est vraiment plus répandu, là, si on veut, le sophomore year. Oui, effectivement. Tout à fait. La game la deuxième année. Au baseball, ça l'est quand même un peu moins, je trouve, là, de manière générale. C'est moins répandu, mais est-ce qu'il est dans ce contexte-là? Est-ce que il est trop loin dans l'alignement parce qu'il s'est fait trop repousser, puis par exemple, un Hernandez qui frappe comme il n'a jamais frappé quasiment, fait en sorte que lui, il redescend dans l'alignement. Mais c'est pas un joueur. Si moi je l'avais dans mon équipe, je pense que ce serait le temps là, d'essayer une autre option. Moi, j'avais aussi remarqué pour Outman. Tout d'abord, c'est un joueur que j'ai jamais trouvé très impressionnant. En défensive, fait un bon travail cependant, mais c'est un gars qui a toujours eu beaucoup trop de retraits sur 3 prises pour être valable, un peu comme le fameux Teoscar Hernandez. La différence que Teoscar Hernandez, lui, a une crédibilité de 30 circuits, donc on va l'insérer au centre de son équipe, dans l'alignement de frappeurs. Comme cette année, il fonctionne bien parce qu'il est à LA, mais Teoscar Hernandez serait ailleurs et ça irait vraiment pas bien. C'est un gars qui a une très mauvaise moyenne au bâton, mauvaise moyenne de présence sur les buts et se fait retirer au sur 3 prises très souvent. Donc, c'est deux joueurs un peu comparables à la limite. La seule différence, c'est que Teoscar a ses lettres de noblesse et est capable de plus de puissance. Mais dans les deux cas, comme je l'avais dit au début de l'année, c'était la grande faiblesse de LA pour moi, c'était les frappeurs à partir du 5e, de Muncy jusqu'à la queue de peloton. Et ça s'avère être un peu vrai. Pour l'instant, Teoscar frappe des circuits, a beaucoup de points produits, mais grâce aux 4 incroyables joueurs qui sont devant lui. Et pour Outman, quand il arrive, il ne reste que des miettes. Et là, il s'élance sur n'importe quoi. Donc honnêtement, oui, moi aussi, je pense que James Outman vole très peu de buts. Si vous allez pour un pool qui n'est qu'un pool de catégorie, vous pourriez peut-être endurer un peu James Outman. Mais si vous avez un pool de points, à mon avis, il faut larguer ça complètement, James Outman. Et même qu'il y a peut-être des ligues dans lesquelles il n'a pas nécessairement été pris et qu'il se retrouve déjà sur le balotage, laissez-le là. Allez pas nécessairement le chercher, à moins que vous ayez un champ complètement blessé de A à Z. Un autre nom? Oui, puis là, il y a des gens qui vont sursauter. Moi, je vais avec Lars Nootbaar. J'ai jamais, à part peut-être là, au championnat mondial, il y a 1 an, là, il y a eu un petit moment là, où quart de génie, puis qu'il y a eu quelques très bons matchs. J'ai jamais rien vu de particulier chez ce joueur-là. Là, on parle pas de sa défensive, on parle vraiment de l'offensive pour un. Il frappe pas tant que ça, il vous amènera pas grand-chose, il court pas non plus tant que ça. Donc, son nombre de points reste très limité. Et je suis rendu à me demander si, puis je l'ai pas dans mon pool, mais je suis rendu à me demander si c'est encore une option viable, rendue. Vous devez être tanné si vous l'avez dans votre pool. Donc, puis j'aimerais entendre ton opinion sur ce joueur-là. Le bon vieux Lars. Lars Nootbaar a été trop blessé, à mon avis. Donc, un problème. Ce qui est particulier de Lars Nootbaar et qui est difficile à voir à l'œil nu, c'est qu'il est un des 10 frappeurs les plus puissants de la Ligue quand on parle de la rapidité du bâton. Donc, il a, comme on appelle, une exit velocité, la moyenne d'une exit velocité extraordinaire. Donc, c'est pourquoi tout le monde croit encore en lui. Mais là, c'est bien beau de frapper avec beaucoup de vitesse. Il faut aussi frapper au bon endroit sur le bâton et dans le bon angle. Donc, c'est pas que ça. Il peut frapper des flèches extraordinaires, mais ça reste que ce sont des retraits. Alors, Lars Nootbaar, présentement, est dans une mauvaise équipe d'un point de vue de l'offensive. Une mauvaise équipe en général, d'un point de vue des lanceurs. Saint-Louis, selon moi, va finir en dessous de 500 cette année, ou en tout cas, s'ils réussissent à remonter
il faudra qu'il y ait des promesses là et des jeunes comme Walker qui reviennent et qui fassent flèche de tout bois. Et donc, dans une équipe comme ça, je pense pas que la motivation est là. Et il y a toujours un danger de blessure. Et je crains vraiment qu'il soit pas revenu de sa blessure ou qu'il soit revenu, mais la crainte de forcer trop. Et donc, dans ces contextes-là, c'est dangereux de continuer inutilement avec Nootbaar si vous avez d'autres options. La seule chose, c'est que je ne mettrai pas définitivement un trait sur ce gars-là, parce que peut-être que s'il retrouvait ça, on a vu, bon, avec des joueurs de grande qualité, qu'est-ce que ça peut faire dans le passé lorsqu'ils sont revenus en santé. Donc, peut-être encore une possibilité l'an prochain, mais pour cette année-là, si vous voulez aller chercher sur le ballottage pour prendre une chance, c'est peut-être une bonne chose, mais si vous vous demandez si vous pourriez aller prendre un meilleur joueur sur le ballottage, comme, je sais pas moi, Abreu à Boston, ou même si vous avez encore des pôles où Tyler O'Neill est disponible, n'hésitez pas. C'est vraiment le move à faire. Mais tout à fait. Toi, tu le garderais quand même sur ton bench. Ah, ça fait mal. Ça fait qu'un mois. Hein. Puis moi, j'ai déjà eu Lars Nootbaar juste pour des 3 mois dans un pool. Dans certains cas, il était un de mes 3 meilleurs joueurs à cette époque-là. Donc, est-ce que ça vaut la peine de prendre une place dans notre alignement pendant 4 mois, 5 mois pour attendre à ce qu'il explose pendant les 3 mois où il explose habituellement chaque année? Je suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle. Si vous avez vraiment pas beaucoup d'autres options au champ extérieur, ça serait peut-être le temps d'aller vous magasiner une option qui est beaucoup plus solide que Lars Nootbaar. Le problème, le champ extérieur est tellement faible cette année que même un gars comme Lars Nootbaar pourrait encore être une solution quand d'autres blessures vont subvenir. Et on sait que c'est très difficile. Là. Il y a peut-être une quinzaine de voltigeurs qui ont un gros impact sur un pool présentement, mais après ça, ça tombe à des joueurs qui sont soit blessés ou qui malheureusement font pas le travail. Mais oui, c'est un embêtant celui-là. Mais j'aurais pas peur de suivre ton conseil puis de passer à autre chose, surtout si il y a un bon ballottage dans ma ligue. Ça vaudrait la peine. Moi, j'ai un petit nom que je vais ajouter. Peut-être que tu vas aimer en parler puisqu'il est dans ton équipe, dans le pool que nous avons en commun. C'est un gars que j'avais les 3 dernières années et que finalement, il va falloir accepter qu'il ne va pas débloquer tout simplement parce qu'il a été juste trop blessé. Un joueur trop fragile, bourré de promesses, Eloy Jimenez, qui est avec Chicago depuis longtemps, qui a même déjà eu des saisons de très, très, très respectables. Un gars qui peut avoir beaucoup de puissance, qui jouait au champ extérieur maintenant, qui est un peu encadré comme DH, peut-être un gant de temps en temps dans le outfield. Mais Eloy Jimenez, là, depuis les nombreuses blessures, puis on parle de vraiment de nombreuses blessures, c'est un joueur qu'on pourrait étiqueter malheureusement un peu de cristal. Et lorsqu'il n'est pas blessé et qu'il tente de revenir d'une blessure et qu'il le fait dans une des pires équipes de la Ligue, probablement la pire équipe en offensive de la Ligue, ou en tout cas dans les 3 pires, ça donne rien. Et puis, moi, je l'ai traîné pendant 2 ans au complet sur l'ADL et éventuellement jouer quelques matchs. Et à part vous donner un bon mois et demi, sur tout ce qui nous reste de saison. Je pense qu'il peut pas en donner plus, ce gars-là. Et c'est vraiment malheureux parce que c'est tout un talent. On a juste à le regarder frapper. On voit que c'est là, que ça peut se passer. Et puis, les nombreuses blessures à des endroits importants, les genoux, les épaules. Je pense que c'est une grande élongation musculaire, notre ami Eloy Jimenez. Et je sais pas si on peut faire quelque chose avec ça. Je sais pas comment toi t'as figuré jusqu'à maintenant son départ de saison qui est assez mauvais. Et comment tu pourrais en tourner quelque chose de bon avec ce gars-là dans l'avenir? Je te laisse nous en glisser. Je vais t'avouer que je suis patient dans son cas pour 2 raisons. Et les gens vont comprendre. Premièrement, il vient de faire un coup de circuit aujourd'hui. Ah, et mais surtout la raison pourquoi je le garde pour l'instant, c'est parce que j'ai de la place pour le faire. Oui, là, c'est sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Dans le sens où j'ai pas comment je te dirais ça? Pas trop de blessés, pas obligé de le faire jouer chaque jour et tout ça. Exact. Je suis capable de le manager, puis il joue pas tous les jours, il est plus remplaçant. Dans ce temps-là, je trouve ça intéressant parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mais tu as raison, il est un peu blessé encore cette année. Tu sais, quand tu dis un joueur de cristal, si vous l'avez, vous avez des plus belles options, allez-y, je pense. Tu vois, là, moi, j'attends un peu, puis bon, tu sais, je peux me le permettre avec mon équipe, je
je suis pas en situation catastrophique, loin de là. Fait Ah que, oui, tu sais, c'est ça. Ton équipe est pactée, donc tu peux la dépacter un tout petit peu avec un moins bon joueur comme Eloy Jimenez. Ça va juste nous donner une chance exact. supplémentaire à nous Oui, tous exactement. qui tentons de compétitionner humblement. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas. Tu sais, je suis pas satisfait. Je suis pas dans mes. Il était dans mes choix, il était dans ma liste, puis je le garde vraiment juste par on dirait quasiment un acquis de conscience où je me dis d'un coup, mais en le sachant un peu dans le fond de ma tête que ça arrivera pas, puis que il me fera Bon. pas. Si vous pouvez patienter, vous pouvez essayer de rester pour le mois et demi où ils vont être en feu, parce qu'il y aura un moment donné, quand il va commencer à frapper, là, puis il fait chaud, ça part, puis là, Jimenez peut vous faire des semaines de 3-4 circuits. Mais dès qu'il va y arriver un tout petit quelque chose, un caillou dans la chaussure ou glisser un peu de travers sur gazon humide, ça va être fini. Il va retourner encore 2 semaines ou 3 semaines derrière l'ADL, je pourrais dire. Pas derrière les barreaux, mais derrière le banc. Et il va encore être obligé de refaire la même chose, revenir. C'est un gars qui est toujours en train de revenir, donc on peut jamais être au top de ses capacités à ce moment-là, malheureusement. On lance 2 autres petits noms, puis après ça, on passe à notre dernier... Donc, est-ce que tu aurais un lanceur dans cette fameuse liste-là, toi? Vas-y, je t'en prie, lance-en un. Ben, moi, j'en ai un. C'est Jesus Luzardo. Je fais très souvent des blagues, et même avec vous dans la petite gang du pool, sur ma liste de busts. C'est plus ou moins vrai parce que, bon, je fais pas une vraie liste de busts au début de l'année. Et puis, parfois, il y a des gens que je considère des busts qui, finalement, nous font toute une saison incroyable. Mais cette année, je m'étais dit, pas touche à Jesus Luzardo. Et de toute façon, c'était un keeper. Donc, on pouvait même pas aller le choisir. Alors, dans mon pool, je me suis même pas posé la question, est-ce qu'il pouvait valoir la peine? Il était déjà pris. Mais juste Luzardo, ça fait un petit bout là, que ça va pas si bien que ça. Il a pas bien fini l'année dernière et c'est des signes qui sont vraiment pas encourageants. C'est-à-dire une balle rapide qui a la difficulté à garder sa vitesse, de plus en plus de blessures et des petites, mais des blessures régulières. Et là, ben, il se fait, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé si souvent dans sa carrière, mais là, il se fait cogner solidement. Il peut se faire sortir des matchs. Donc, bien sûr qu'il peut vous donner dans un pool de points certains points. Il peut vous faire des petits matchs de 8, 10 points, peut-être même un petit 14 de temps à autre, mais dans un pool où ce ne sont que des catégories, il va vous briser votre moyenne, va vous briser votre whip, va très rarement gagner, parce qu'on ne gagne pas en Floride, ou presque. Alors, c'est vraiment un lanceur qu'il faudra essayer d'échanger peut-être à quelqu'un qui croit encore en lui pour aller chercher un maximum. Donc, à ce moment-là, Jesus Luzardo, et bien sûr qu'on ne le jette pas. Jeter ça serait un crime. Mais si vous pouvez le jeter à un compétiteur et puis lui laisser prendre des mauvais moments de Jesus Luzardo cette année, ce serait pas nécessairement une mauvaise chose. Et à mon humble avis, ben, en tout cas, assurément, c'est plus un keeper. En tout cas pour 2025, c'est certainement pas un keeper dans un pool de points. À moins que vous soyez dans une ligue de 16 équipes, 15, 16 équipes. Peut-être que c'est encore un lanceur qui un peu compté, mais dans des ligues de 12 et moins, on peut le laisser au moins passer pour se faire rechoisir l'an prochain. Notre ami Jesus Luzardo. Toi, est-ce que tu as un autre lanceur ou tu voudrais parler de Jesus aussi? Hein? Tellement plein de promesses, Jésus. Plein de promesses, mais il n'y a pas... Depuis qu'il est sorti vraiment là, de la Floride, une belle balle rapide, des retraits sur 3 prises à profusion, et ça, il va encore vous en donner. Pas de problème là-dessus. Donc, comme je dis, pool de points, oui, mais attendez-vous pas à ce que ce soit votre as, clairement pas. À mon avis, vous avez une très bonne équipe si Jesus Luzardo est votre 4e partant, à peu près. Mais si vous l'avez calculé comme premier partant, ça ne doit pas aller super bien, à moins que vous ayez pallié par des frappeurs extraordinaires. Non. Comme ceux de l'équipe à Antoine. Je vais y aller un peu dans la même veine que toi, dans le sens où quelqu'un qui était un as, qui ne l'est plus, mais qui revient de grosses blessures, mais que j'ai vu lancer cette semaine, puis que c'est Walker Buehler, Oui. avec les Dodgers. Il ressemble plus au lanceur qu'il était, mais plus du tout. Il a plus son contrôle. Mais 2 ans, Antoine. Imagine, 2 ans sans lancer. 2 ans sans lancer. C'était presque à prévoir, je dirais. C'était presque à prévoir.
J'espère qu'il va revenir. Il y a des lanceurs qui ont fait comme lui qui sont revenus. Donc, il y a un historique. Mais je comprends très bien ton désarroi. Je comprends très, très bien ton désarroi. Je suis inquiet. Ouais. Je suis très, très, très inquiet. Puis, si vous l'avez repêché, le pire, c'est que vous ne l'avez pas repêché tout dernier. Tu sais, vous êtes allé le chercher comme 15e, 16e, parce que, bon, je vais le garder sur ma gueule le temps qu'il revienne. Oui, puis on se disait, ben, il manquait, dans 1 mois et demi max, il est revenu. Fait que c'est pas si grave, tu sais, on peut, mais si c'est Walker Buehler, si c'est le vrai lanceur. Mais là s'il prend jusqu'en juillet pour se replacer. Puis c'est s'il se replace, parce que, pour l'instant, en tout cas, il donne pas de signe avant-coureur de ça. Et j'avais lu un peu sur ses matchs, pas de guérison, là, mais disons de rattrapage, oui, c'est ça. De rattrapage, là, dans le... Remise en forme. De remise en forme, puis ça allait pas bien non plus. Donc, il y a rien là, en ce moment qui est au vert. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Puis c'est qu'en plus, c'est qu'il est vraiment candidat à sortir rapide. Ouais. Tout ça qui est, en tout cas, je vois rien au vert au niveau de ce lanceur-là en ce moment. Mais dilemme cornélien, est-ce qu'on n'en est pas foutu aussi si on le jette? Parce qu'imagine l'erreur monstrueuse si on jette un gars qui a autant de promesses et qu'un adversaire s'en va le ramasser sous notre nez et que ça redevient pour les 2 derniers mois peut-être Walker Buehler et en plus on joue en série contre lui dans un pool de points et on se fait ramasser par des 25 points de Walker Buehler back-to-back. J'ai une philosophie de pool qui est très stricte à ce niveau-là. C'est à chaque fois que je laisse aller un joueur, et là ça va être mon petit point stratégie, à chaque fois que je laisse aller un joueur, je le surveille extrêmement adéquat. Je le surveille vraiment de très très proche. OK. Je vais voir son nom, je vais voir ses résultats, et si je vois vraiment qu'il est en train de rebondir, souvent, je vais être le genre à aller le rechercher pour pas que ce soit quelqu'un d'autre qui l'aide. Mais ton conseil de la semaine passée, c'était de pas trop gaspiller de pics rapidement. Non, mais justement. Mais c'est une contradiction, mais c'est juste... Oui. Non, mais dans le sens de la contradiction, c'est rendu genre semaine, je sais pas moi, 12. Ouais. Mais si vous ne pouvez pas utiliser trop de pics, vous pouvez vraiment vous permettre justement d'aller le rechercher. Si on a fait comme toi, on n'a pas gaspillé de pics en nulle part, ben là, on peut peut-être en prendre un, puis ça vaut la peine. Mais il faut juste que tu sois le premier à t'apercevoir qu'il a rebondit, parce que si quelqu'un d'autre s'en est aperçu, ça peut faire mal. On est un peu sur le chrono pour notre dernier, donc on va y aller quand même tout de suite avec nos surprises. Je t'avais parlé de... Et puis, je te laisserai finir notre émission cette semaine, puis je propose vraiment d'y aller avec mes surprises rapidement, puis après, je te laisse aller avec les tiennes. Puis évidemment, ben, gêne-toi pas pour commenter un tout petit peu, tu sais. Mais mes surprises, ma première, je vais y aller avec les moins bonnes surprises. Mes moins bonnes surprises, en tant que joueur, je dirais, individuel, c'est surtout Alex Bregman et puis notre ami Bo Bichette. J'aurais pu ajouter Rodriguez à Seattle là-dedans, mais il commence à se replacer. Julio Rodriguez se replace un tout petit peu. Évidemment, on jette pas ces joueurs-là, mais ça me surprend à quel point, entouré quand même d'un line-up respectable à Toronto et à Houston, ils ne soient pas capables de générer plus que ça. Et donc, je vais m'en tenir à ça. Est-ce qu'il y aurait blessure cachée, moins d'intérêt au jeu? Est-ce qu'il y aurait eu une mauvaise évaluation dans le cas de Bichette? Bregman, on ne peut pas l'avoir mal évalué parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il a déjà prouvé sa valeur, a presque été MVP auparavant. Bichette, est-ce qu'on aurait pu mal évaluer un gars qui a autant de talent, qui fait autant de prouesses que ça dans les années où on l'a vu faire un peu tout sur le terrain, surtout au bâton? Mais en quelque chose, avec Bichette, beaucoup de retraits sur 3 prises. Toujours dangereux, peu importe ce qui se passe dans ce contexte-là. Donc, Bichette, on verra. Moi, je suis en train de me demander si c'est pas le syndrome Toronto, tout simplement. Là. Peut-être. Le syndrome Toronto au bâton, parce que quand on regarde des gars comme Dalton Varsho, ça va pas si tant bien au bâton, mais en défensive, c'est un monstre. Il est incroyable. Absolument. Mais je comprends ce que tu veux dire, Guerrero il y a un syndrome négatif là, en ce moment autour de l'équipe. Exactement. Donc, est-ce qu'il est pas un peu, je sais pas, affecté par ça? Puis, tu sais, des fois, ça peut être des petites choses, là.
Machado, depuis qu'il est revenu de son congé de paternité, je sais pas s'il dort plus, mais tu sais, il y a des petits trucs comme ça. Des fois, C'est toujours ça peut être possible. des événements qui pendant 2, 3 semaines, puis là, vu que ça fait juste 6 semaines, Mhm. le 2, 3 semaines, il paraît gros sur l'ensemble, mais à la fin de l'année, peut-être qu'il sera plus. Parce que moi, j'ai pas peur là, que Bichette puisse rebondir. Puis, mais je comprends Oui, oui, ben c'est ça, tout à fait. ton Euh, inquiétement là, D'un point de vue avec de ça. surprise, une surprise un peu négative d'équipe, ben 3 gars qui ont été sur la première équipe d'étoiles l'an dernier du baseball majeur et qui sont dans le même club et qui vont mal, les 3. J'ai pas besoin de trop de présentation, ils sont dans l'équipe ici. Alors Matt Olson, Austin Riley et puis Acuna. Les 3 sont de beaucoup, beaucoup en deçà de leur moyenne en carrière. Matt Olson, c'est terrible. On est rendu à Je une sais, moyenne de je l'ai 200 dans à peu mon. près, puis 3 circuits, quelque chose comme ça. Acuna a frappé une bombe cette semaine, mais pour le reste du temps, il se passe pas grand-chose. Cependant, il est impressionnant parce qu'il a quand même quelques buts volés et il est 4e des majeurs pour les points comptés. Et ça, ben, c'est toujours... je disais à la blague aujourd'hui à un de mes amis, j'ai aucune idée comment les Braves font pour avoir une fiche aussi positive, être deuxième quand même derrière les Phillies, alors qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas vrai parce que les lanceurs partants sont exceptionnels à Atlanta. Et la relève, malgré que Minter ait perdu 3 matchs à lui seul avec un circuit et lancé en plein milieu de la plate, la relève est excellente. Donc, et puis Marcelo Osuna. Qu'est-ce que vous voulez? Marcelo Osuna, on ne sait pas comment il fait, mais il est dans les meilleurs joueurs du baseball. Sinon, 2 belles surprises. Ranger Suarez, qui est un lanceur qu'on ne voyait pas venir aussi gros. Il est presque le meneur, je dirais, pour le Cy Young dans la nationale présentement, en collaboration, en direct en compétition avec son coéquipier Wheeler. Et on se demandera pas pourquoi les Phillies sont la meilleure équipe des majeurs présentement. Puis, D'ailleurs, Antoine, puis tu avais un même petit Aaron point à mettre sur les Nola Phillies. aujourd'hui. C'est ça? Ben, premièrement, Aaron Nola a fait un match complet aujourd'hui. Bon, encore plus. Pourquoi pas ajouter au trio infernal? Un blanchissage, en Mais tu plus. disais que les Phillies avaient Oui, un record qui date d'il y a longtemps. Là. en fait, qui a jamais été. Ça n'a C'est jamais comme été un. fait auparavant. Ouais. Que une équipe là, a plus que un mois de jeu jusqu'à la fin de la saison ait une fiche de 700. OK. Euh, donc, c'est quand même vraiment incroyable. Puis là, ça continue. Puis C'est impressionnant. Après un mois et demi il de faut être jeu maintenant, vraiment. 700 encore, là, oui, c'est vraiment superbe. Puis ben ma deuxième surprise positive, ben, c'est un gars qu'on voyait même pas dans l'alignement de départ de l'équipe. C'est Jordan Westburg, qui autant sur le terrain avec son gant, autant pour frapper, autant dans votre pool, surtout vous avez un pool de points, est tout simplement exceptionnel et c'est un gars qui était même pas dans les 250 premiers choix de joueurs et qui présentement se retrouve dans le top 20 des joueurs de pool et puis en même temps ben, sur le terrain il fait flèche de tout bois donc il est incroyable avec Gunnar Anderson et puis Adley Rutschman, ça c'est un trio un des meilleurs trios du baseball présentement. Et puis ben, ma dernière surprise, c'est pas une surprise mais c'est peut-être un reality check. Est-ce que je suis surpris que ça arrive? Non. Est-ce que je suis surpris que ça soit aussi grave? Presque, parce que j'ai tellement souhaité que ça n'arrive pas. Mais 49% des lanceurs qui ont lancé au moins une manche dans le baseball cette année sont allés à un moment ou à un autre sur la liste des blessés. 49%. On est presque rendu à un lanceur sur 2. On peut même dire que c'est un lanceur sur 2. C'est, à mon avis, ça n'a aucun bon sens. On est en train de briser le baseball complètement. Je dis on parce qu'il n'y a pas de un seul coupable, il n'y a pas des coupables non plus clairement identifiables. Le clock, les lancers à 100 000 à l'heure, peut-être. Il y a un paquet des façons de pousser les lanceurs trop jeunes, les façons aussi de faire lancer au maximum sans les... Il faudrait faire un podcast au complet juste sur les raisons. Mais pensez à ce chiffre-là, 49%, c'est assez débile. C'est une surprise et pas, mais j'en reviens juste pas. Ton côté, Antoine, oui, tu peux ajouter là-dessus. Oui, ben, je vais prendre ta balle au banc. OK. Puis je vais dire que puis je l'avais pas vraiment pensé, ni réfléchi, ni noté avant. Mais là, on a parlé des Braves, on a parlé
des blessures à un lanceur sur deux. Mhm. Chris Sale est toujours là. Ah oui, bien sûr, ben oui, mais Chris, ça n'est pas poussé, hein. Il est très bien coaché, il a aussi ses Oui, oui, 15 ans oui. d'expérience derrière la cravate. Et je pense Absolument. qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'un gars peut être blessé sans arrêt quand il a eu les Tommy John et compagnie. Ouais, Et les Braves tentent de plus possible de ne pas le faire lancer au-delà de 6 manches, à moins qu'il soit en dessous de 80 lancés. Et je pense que exact. ça se passe bien jusqu'à maintenant, mais Chris Sale peut exploser à n'importe quel moment. Oui, puis il peut aussi se blesser à C'est ça que je n'importe dis, quel. quand je dis exploser, ça veut dire qu'il peut Ah oui, disparaître d'un jour à l'autre en plein milieu de la oui, troisième manche où c'est terminé pour la saison. Ou donc, on prend tout ce qui passe et en plus, présentement, il lance vraiment bien. Donc, c'est pas oui, oui, juste c'est le ça, fait exact. d'avoir un C'est gars ça, c'est ça. qui est blessé, pas blessé. Dans son cas, lorsqu'il est en santé, c'est un lanceur qui a un gros impact sur un club. Et on voit qu'est-ce que Max Fried et puis lui font depuis que Strider est blessé pour l'année. Wow, c'est un duo là, qui est presque infrappable présentement, puis ça, ben bravo. Mais c'était Exact. sûrement pas juste dans tes surprises, c'était sûrement pas Non, le c'était Chris même Sale pas. pas J'avais, blessé. c'est arrivé pendant C'est qu'on ça. Fait qu'il nous reste puis, un 10 minutes max, fait que top chrono ouais, pour même tes pas. surprises. Écoute, j'ai deux petits joueurs, moi, puis ça OK. sera pas long. C'est des joueurs que dans vos poules, on prenait en haut de la 150e, peut-être même 200e place. Là, finalement, font vraiment. Et le premier, tout le monde va être d'accord, là. Puis c'est vraiment juste pour vos poules. On parle vraiment pas de OK. défensif, on parle de comment il frappe. Mon premier, c'est Salvador Perez. Ah Euh, oui. Mhm. bon, on le sait, là, il y a 2 ans, il était nommé capitaine de son équipe après sa saison là, de 40 circuits. Ça a comme été plus difficile par après, mais là, cette année, il est en voie de refaire la même chose. OK. Euh, pour un pool à point, un catcher qui fait 47 coups de circuit, c'est vraiment, vraiment, Ouais. ça vous donne vraiment un gros edge sur le reste de tout le monde. Vous avez un Euh, catcher qui peut faire presque 500 points. Et honnêtement, oui, c'est ça ça, arrive exact. pas des receveurs qui font 500 points Non, dans les non, poules c'est normalement, c'est ça. Et même dans un pool à catégorie, oui, oui, Salvatore oui. frappe pas pour 2,20 non plus. Là, donc, Non, non, non. assez Moi, exceptionnel. je l'ai dans mon pool à catégorie, qui n'est pas notre pool commun, Martin. Et il est dans le top 15 des joueurs. Donc, puis c'est vraiment un pool à catégorie, là. Nous, c'est pas non, c'est pas la moyenne au bâton qui compte, c'est L'OPS. oui, exact, c'est ça. Le on-base, ben, le pourcentage de fois où vous êtes sur les buts. C'est encore mieux. Il va être autour de 880, 900. Puis, quand on est à 900, on est dans l'élite du baseball, de toute façon. Donc, C'est ça, exact. ouais. Fait que je suis super satisfait. Fait que je voulais en parler parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Puis, Un très bon point, Antoine. Puis en plus, son problème était qu'il ne retirait plus grand monde sur les buts en tant que receveur. Et on avait bien peur avec justement le rapprochement des buts que ce soit vraiment une blague de voler contre Perez. Mais là, maintenant, DH et tout, c'est parfait. Donc, il est encore là. C'est un naturel. ouais, ouais. Il est tout simplement trop puissant. Donc, Exact. il swing, lui, avec toute la détente possible. Et puis, ben, qu'est-ce que tu veux? Trop fort. Il est juste trop fort. Et mon deuxième joueur, on va du côté des Padres, qui, pour moi, ont quand même un début de saison intéressant, Mhm. disons. Euh, et j'y vais avec Profar. Ben oui. Ben oui, voilà, Ben, non, non, mais c'est. je parle de Je me disais, surprise. on s'en va là parce que On s'en oui, va là, oui, ouais. oui, oui. Il fait un peu tout, il est un peu partout, il aide vraiment cette équipe-là à euh, pas qu'- on le sait qu'ils ont des petites faiblesses ici et là, on le sait qu'ils étaient dans les 2 dernières années, on pensait qu'ils seraient au top, puis ils n'ont pas eu énormément ils ont pas eu la cohésion qu'on pensait qu'elle allait avoir en équipe. Mhm. Là, on dirait que lui, il aide là, cette année à ce que l'équipe soit un peu plus cohérente. Ils sont un petit peu en haut de 500, il me semble. J'ai Oui, pas le classement oui, sous oui, les oui. yeux, là. Mhm. Ils ont comme, je pense, 1 ou 2 matchs en haut de 500, sont dans la course pour le meilleur deuxième. Ce qui, déjà, l'année passée, à la même époque, c'était pas le cas. Fait que c'est un peu aussi, pour moi, une espèce de... euh, c'est une surprise un peu MVP dans le sens où il aide vraiment son équipe à être meilleure.
Puis tu vois, tu sais, tantôt, dans ceux qu'on pensait peut-être dropper, il y avait Bogarts, que j'avais peut-être pensé mettre là. Oui, tout à fait. Mais là, il vient de faire 2 coups de circuit dans les 2 derniers jours. Fait que là, je me suis gardé une petite gêne. J'ai fait, bon, on va Mais regarder une petite c'est qui est ça. Mais peut-être on sait qu'avec Bogart, partie, mais- le circuit peut toujours être là. Le problème, c'est la moyenne au bâton, les retraits Ouais, sur 3 prises et surtout le jeu erratique en défensive. Donc, ouais, ouais, quand les bon. 3 se mettent à mal aller ensemble, là, c'est tout un cocktail qui peut être problématique. Mais bon, déjà, c'est bien. 2 circuits en 2 jours, ça peut pas être mieux au bâton. C'est superbe. On va Non, c'est souhaiter que ça ça. se replace, mais je suis encore très sceptique. Il va falloir voir comment est-ce qu'il va s'en... Parce que c'est pas nouveau du début de Non, non, l'année. non, 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 L'an non, passé non. aussi, Ah, c'était... Ouf, oui, oui. c'est ça. C'était très ordinaire. Là, ouais. Mais Depuis, parlant de Profar, tu as fait un ouais. très bon point, à mon avis. Surtout si on met en perspective le fait que ce gars-là aura jamais été la grande vedette que tout le monde espérait, mais Mhm. qui, depuis 10 ans, refait tranquillement sa place dans le baseball à coup de 300, 350 apparitions bâton par année, de joueurs d'utilité, de joueurs de soutien. Et vraiment, c'est un beau... en plus, c'est un bonhomme qui a l'air extrêmement sympathique et mature. Oui. Donc, je pense que C'est vrai. dans tous les cas, c'est un très beau point que tu viens de faire. 100% d'accord. Je l'avais pas écrit, mais j'aurais très bien pu avoir exactement la même réflexion que toi, puis je suis parfaitement d'accord. Jefferson Profar, espérons que ça dure. C'est surtout ça qui est important. Oui, Puis oui, que, oui, oui. pourquoi pas, qu'il fait une petite poussée, puis pour la première fois au match d'étoiles dans sa carrière, qui sera peut-être la seule, on ne sait pas, mais ça serait un beau bonbon à lui donner cette année. Comme ça J'avais fait peut-être une petite déception. Oui, Un vas-y. petit- notre bon vieux Goldschmidt, Oui. ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Est-ce que l'âge peut être une déception, Antoine? Ben, Et en plus, je me regarde, des fois, je me dis, est-ce que je peux me décevoir de par mon âge? Et non, il y a mais des jours que j'ai j'ai le quand même, feeling que oui, ça devrait être la réponse, mais c'est ça. il y a quoi, 34, Ah, on est 35? rendu à 36, là, je pense, là, pour Goldie, quelque chose 36? comme OK. ça, oui, c'est ça. OK, OK. Mais il reste que Ouais, ces grands c'est ça. joueurs-là, ils peuvent Oui, oui, rester oui, quand oui, même oui. très solides en défensive, mais ils vont perdre le bâton à un moment donné. C'était le MVP total, Goldschmidt, avant. Donc, Ah oui, 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 oui. c'est un peu avec ça aussi qu'on jauge ses performances d'aujourd'hui. Profar, on s'attend à pas grand-chose et il livre bien plus que ce qu'on s'attend. Goldschmidt, on s'attend depuis longtemps à des saisons d'MVP. Et là, depuis l'an passé, on n'est plus là-dedans vraiment. Et mal entouré aussi. Une équipe pas très bien montée, avec beaucoup de gars qui swingent n'importe quoi. On a moins peur d'y mettre sur la plate, comme on dit. C'était un gars de 100 quelques buts sur balle, il me semble. Et donc, tout ça finit par être... il y a personne qui va bien à Saint-Louis. Saint-Louis. Il y a peut-être une raison. Même Arenado a de la misère. Fait que... Renato, ça va pas bien. Donc. Ouais. Mais si, il vieillit, Renato, il a plus 23 ans. Ouais. Mais bon, on va essayer de finir sur une note positive en vous disant de regarder votre baseball cette semaine et puis apprécier chaque duel à chaque fin de semaine ou même si vous avez le temps d'écouter pendant la semaine, c'est tant mieux parce que il y a des duels d'équipe qui sont impressionnants. Et je pense que présentement, il y a les grands joueurs qui, oui, font leur spectacle habituel, mais il y a des beaux petits joueurs qui montent. Et surtout, il y a des performances de lanceurs partant cette année vraiment exceptionnelles. Là. On parle des 3 gars des Phillies, entre autres, les 2 des Braves, on parlera de mes préférés, mais tu sais, il y a vraiment des super bons lanceurs partant. Ça vaut la peine d'écouter du baseball. En tout cas, à part les maudites blessures, là, c'est toujours aussi intéressant d'écouter du baseball. En tout cas, merci Antoine d'avoir été là cette semaine, comme à l'habitude. Merci Martin, merci tout le monde. Puis on se revoit, donc là, on est mercredi, mardi, mercredi, on essaie de se revoir à peu près dans les mêmes journées la semaine prochaine. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine de baseball à tout le monde, puis à très bientôt. Bye tout le monde. Bye.